Bonsoir et bienvenue. Ce soir, Way Amazon, l'émission grand format de la rédaction, vous amène au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Durant 7 jours, nous avons accompagné une délégation carnavalesque emmenée par l'Observatoire régional du carnaval au Féridama, le festival des rituels et danses masquées. Cette manifestation valorise et perpétue les sociétés du masque du monde entier. Une action dans le cadre du processus de reconnaissance du Touloulou et du carnaval guyanais au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La Guyane était l'invité d'honneur de ce festival ancré dans la préservation des rites et sociétés de masques, entre découverte des origines africaines et recherche des rites communs entre sociétés inscrites à l'UNESCO. Quel sens donner au carnaval de Guyane aujourd'hui? Autant de questions que nous allons aborder lors du débat qui suivra le magazine. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monique Blérald, professeure d'université, également présidente de l'Observatoire régional du carnaval. Bonsoir. Bonsoir. Elsa Banis, qui est doctorante spécialisée en histoire de carnaval. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Christian Cécile, maître d'université et anthropologue. Bonsoir. Bonsoir. La Guyane était donc l'invité d'honneur de ce festival, avec en toile de fond un questionnement identitaire prégnant entre l'Afrique et les afrodescendants. Un périple tout en émotion, un pont entre deux rives, Guyane-Bénin des origines au masque. Les images sont signées Olivia Garrett-Alaïs et le montage Ingrid Bellé. On se retrouve juste après. C'est la nuit à Cotonou, enfin arrivée. Après un périple entre la Guyane, Paris et le Bénin, 16 heures d'avion vers l'inconnu. L'accueil à l'aéroport est chaleureux. La délégation guyanaise foule pour la première fois la terre béninoise. Les organisateurs du Féridama, le festival des rituels et des danses masquées, reçoivent comme il se doit le pays, invité d'honneur. Une arrivée qui donne le ton à un séjour hors du temps, dans un pays ancré dans des traditions séculaires. Un retour à la source pour les membres de la délégation, tous afrodescendants. Ça symbolise le retour à la source. Ça symbolise pour nous que les afrodescendants existent, que la race noire existe. Et nous devons travailler pour véritablement nous libérer à partir de nos cultures. L'accueil est protocolaire. L'arrivée de la Guyane est un véritable événement. La délégation, composée de 25 personnes, est emmenée par Monique Blérald de l'Observatoire régional du carnaval guyanais. Les associations Malawi, Mo, La Pompadour et enfin Cassialata ont fait le déplacement. Tout ce beau monde a pour point commun la préservation du carnaval. Tous sont fiers de représenter le pays Guyane. Je suis étonnée de voir autant de monde devant l'aéroport, les différentes télévisions, les dignitaires. Donc beaucoup d'émotions et ça prouve que la Guyane était vraiment attendue. On est l'invité d'honneur. Cotonou, capitale économique, le Bénin, pays francophone d'Afrique de l'Ouest, et le territoire de l'ancien royaume de Dahomey. Il couvre une superficie de 114 764 km². Il est peuplé par près de 11 millions d'habitants. Cotonou est la plus grande ville béninoise. Elle concentre la plupart des activités du pays. Le Bénin est connu pour être le berceau du vaudou, religion ordinaire des habitants, issue des cultes animistes africains. Ce pays d'Afrique est parmi les plus affectés par l'histoire de la traite négrière transatlantique. Il a noué notamment des liens commerciaux avec le Portugal à l'époque de l'esclavage. Direction Ouidah, première étape pour la délégation, ancienne capitale du Dahomey, haut lieu de la traite négrière, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Fort portugais au XVIIIe siècle, Ouidah a été l'un des principaux centres de vente et d'embarquement d'esclaves. Venus de toute l'Afrique, ils étaient ensuite livrés aux grandes puissances. Ouidah est aussi l'une des communes dédiées au vaudou. Elle abrite le temple du Python, animal protecteur et serviteur de la ville. C'est aussi l'une des attractions touristiques du Bénin. Le temple des Pythons est un sanctuaire. Les habitants vouent un culte au serpent sacré vivant, un rituel attesté depuis la fin du XVIIe siècle. Le vaudou, c'est un peu l'organisation sociale en fait, de la vie. Le vaudou, c'est d'ailleurs, ça se dit en 2 syllabes. Vau, qui veut dire soit tranquille, soit relax, soit paisible. Et donc, il veut dire puiser, rechercher. Donc, aller à la recherche de tout ce qui est autour de vous, qui vous apporte forcément la positivité. Le vaudou, c'est les 4 éléments. L'eau, l'air, le feu et la terre. Donc le vaudou, c'est la pureté. Le vaudou, c'est l'écologie, c'est tout ce qui nous entoure, qu'on peut attirer positivement en vérité vers nous. Une cinquantaine de pythons se trouvent à l'intérieur du temple. Pour la délégation, c'est une véritable découverte. C'est entrer dans un univers parallèle. Les membres sont invités à y pénétrer et à se purifier en portant un des reptiles sacrés sur les épaules. Selon les adeptes, ils apporteraient guérison et purification, une initiation à laquelle se prêtent les membres de la délégation. Ouidah est une des étapes de la route de l'esclave placée sous l'égide de l'UNESCO depuis 1992. Escale tout d'abord au musée situé dans un ancien fort portugais. C'est le passage obligé pour mesurer le sort de ces hommes et ces femmes déracinés. Nous sommes dans l'ancien fort portugais de Ouidah, qui est construit depuis 1721. Et à Ouidah, on a 5 forts à Ouidah. Français, portugais, hollandais, danois et anglais. La sélection des esclaves se faisait place Chacha. Ils étaient vendus aux enchères. Ils devaient être robustes et en bonne santé. Puis, enchaînés, ils étaient traînés jusqu'à l'arbre de l'oubli. Les hommes devaient faire 9 fois le tour de cet arbre et les femmes 7 fois. Un acte symbolique pour signifier la perte de leur origine, leur tradition, leur culture, leur identité. Aujourd'hui, sur le site, une sirène regardant l'horizon avec tristesse, figée, semble se souvenir. Des arbres ont été replantés. L'arbre du retour, lui, avait pour vocation de permettre le retour spirituel de l'âme des esclaves. Hommes et femmes en faisaient 3 fois le tour. Au cœur du village se tient un lieu de recueillement. Durant un instant, le drame vécu il y a des siècles est présent dans les esprits, une prise de conscience. Alors ici, avant tout propos, nous allons faire une petite minute de silence en honneur de nos grands-parents qui sont morts, mais je dirais jetés dans la fosse commune. On va y aller. Une minute de silence, s'il vous plaît. Enfin, les esclaves devaient parcourir cette route à pied pour ne plus revenir. Des kilomètres avant de parvenir au navire. Aujourd'hui, la porte de non-retour est un monument ouvert sur l'océan. Elle résume à elle seule des siècles d'histoire. Il y en avait qui marchaient déjà 130 km de marche en 4 jours. En venant ici, il y en a qui n'ont jamais vu la mer. Et pour eux, c'était très atroce. Il y en avait qui prenaient du sable, qui le mangeaient. Il y en avait qui se tordaient le cou. La seule chose à faire, c'était de ne pas partir. Mais véritablement, la dernière chance pour ne pas partir, parce que les bateaux se mettaient au large. Et c'était avec des petites pirogues, on leur faisait déplacer. Donc il y en avait qui préféraient se jeter à la mer, mourir ici. Je veux dire que d'aller mourir en fait en un endroit qu'ils ne connaissaient pas même. Puisque ils étaient enchaînés ensemble, quand il y en avait une qui sautait, c'est que tout le reste suivait. Un pèlerinage en quelque sorte pour les membres de la délégation. Venir ici, imaginer les drames qui se sont joués, ne peut qu'éveiller les mémoires. Ça me conforte dans ma tête que la race nègre, elle est forte. Parce qu'après tout ce qui a été fait pour même leur enlever leur mémoire, puisque nous avons appris qu'ils faisaient 9 fois le tour d'un arbre qui s'appelait l'arbre de l'oubli, pour ne plus se rappeler d'où ils venaient, avant de les conduire vers les Amériques. Et nous voyons que de toutes les façons, au fil des siècles,
entre nous-mêmes, avec les traditions dont nous avons hérité, aussi bien culinaires que musicales, etc., eh bien, on n'a pas oublié. C'est véritablement un retour aux sources et se remémorer cette partie historique, mais à la fois en même temps culturelle, ce patrimoine qu'il faudrait effectivement valoriser, revaloriser auprès de nos jeunes. Je ne connaissais pas du tout cette histoire de l'esclavage, cette partie, en tout cas je pense qu'on nous cache. Et c'est pour moi très important et un réel bénéfice de pouvoir connaître tout ça, toute cette histoire. Soyez les bienvenus à Africa Mondo. Merci. Ce symbole en signe de paix pour vous souhaiter la bienvenue chez nous, pour vous dire bienvenue une fois encore à Africa Mondo. Merci. Mélanie Seymour fait partie de ceux qui ont franchi la porte du retour. Mélanie Seymour est une afro-descendante d'origine guadeloupéenne. Elle tente de reconstituer le puzzle de son identité et se lance à la recherche de ses origines. Comme elle, des centaines de personnes reviennent en Afrique et tentent de se réapproprier leurs racines. Elle est à la tête d'une ONG au Bénin et de plusieurs entreprises réunies sous le sigle Africa Mondo. L'objectif est de former de jeunes Béninois et particulièrement les femmes à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, elle initie en Afrique le Black History Month. Nous valorisons l'autonomisation aussi des femmes et on le fait très concrètement en vendant leurs œuvres ici à Abomey-Calavi et en permettant à ces femmes de participer à des formations comme celles que nous faisons aujourd'hui pour qu'elles puissent devenir conseillers en tourisme et en voyage mémoriel. On insiste sur le mémoriel parce qu'en Afrique et singulièrement au Bénin, il y a des sites qu'on devrait découvrir avec un regard pointu. Ça manque un peu parfois et dans le cadre précis du Black History Month, mois de l'histoire des Noirs qui débarque ici sur le continent, 50 ans après les États-Unis, ça nécessite un savoir, ça nécessite même une expertise. On parle français, mais on ne parle pas le même français. On n'a pas les mêmes codes culturels. On est noir, mais moi je suis française. Et je revendique cette africanité, mais je suis fière d'être française. Donc je suis en paix avec ça. Ça fait partie de mon identité. Je ne suis pas responsable de ce qu'ont fait mes aïeux. Je vis ça avec beaucoup d'amour. Je suis contente de vivre ce que je vis. C'est pas facile, mais c'est beau. C'est tellement beau. C'est le jour tant attendu. Le début officiel du Feridama, le festival de rituels et de danse masquée. La délégation est accueillie au son des tambours par les habitants. C'est un jour de liesse. Le roi du village avance, suivi de sa cour. Il doit lancer les festivités. Le cortège se rend en musique dans la forêt sacrée. Le gardien de la forêt sacrée de Ouida filtre les arrivants. En général, seuls les initiés peuvent y entrer. Ce lieu accueille pour la 3e année consécutive la 10e édition du Feridama. Pour assister à ce lancement, le public est nombreux, venu de toute l'Afrique. L'assemblée est concentrée, attentive, car les masques à Bikou vont bientôt faire leur entrée. Les discours se succèdent. Ça, c'est la bénédiction, la 10e édition qui marque le 10e anniversaire du Festival des rituels et des danses masquées Feridama. Le comité d'organisation a fait l'option d'amener la délégation du pays invité d'honneur qui est la Guyane, ici même pour vivre la réalité dans cette forêt sacrée. Des femmes, des enfants scandent des chants, les percussionnistes jouent, frappent leur tambour avec force. Le défilé obéit à des critères précis. Ces masques s'appellent abikou. Ce sont des masques censés guérir les familles marquées par le deuil d'un enfant. Les masques s'avancent en procession. Ils viennent directement d'au-delà du mur. Ils poussent des cris perçants. Ils cheminent lentement, soudain, tournoient, dansent dans un rythme effréné. Rencontrer les afro-descendants, c'est retrouver des rituels communs, inconscients, transmis de génération en génération. Le Feridama a été créé pour sauver ces traditions venues d'un autre âge, vouées à la disparition car issues de la tradition orale. Ce festival valorise les sociétés de masques africaines, des sociétés secrètes protégeant des pratiques rituelles. Quand on parle de masques,
c'est tout le savoir et le savoir-faire lié au masque, tout le savoir et le savoir-faire lié au panégyrique, au rituel qui concourt à la sortie de ces masques. Donc ce n'est pas un objet qu'on met au visage ou sur la tête où on se cache derrière quelque chose pour dire que c'est un masque, c'est une totalité. L'Institut français, c'est ici qu'est véhiculée la culture française au Bénin. Des débats doivent s'y dérouler. L'ambassadeur de France est venu saluer la délégation. Pour les organisateurs, il s'agit de démontrer les similitudes entre les rituels béninois et guyanais. Le Feridama a pour objectif la rencontre des différents types de masques de tous les continents, avec une interrogation sur les rituels. Nous avons voulu montrer qu'il y a quand même un héritage africain. Bien sûr, nous sommes influencés par l'héritage culturel français, mais au-delà, avant la colonisation, il y avait aussi les esclaves qui sont venus à fond de cale avec leur imaginaire et des masques dans leur cœur. Et c'est cela que nous avons voulu montrer, même si aujourd'hui, avec les masques Touloulou, nous sommes davantage dans la réjouissance, dans le festif. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que des comparaisons peuvent être effectuées, notamment avec certains masques, tels que le bobi, avec l'amalgame héritage français et héritage africain. Dans une salle attenante, les Touloulous se préparent. Il s'agit de présenter au public les attraits du carnaval guyanais, démonstration par l'exemple en quelque sorte. C'est l'heure, les carnavaliers font leur entrée, ils prennent possession de la salle pour le plus grand plaisir de l'assistance. Un public qui découvre ainsi ses spécificités culturelles guyanaises. Les représentants des associations simultanément expliquent les origines des costumes présentés. Cette scène dans le carnaval, en créant le bobi, donc mi-éléphant, mi-ours, et donc avec son dompteur. Les échanges ont permis de dépasser l'aspect festif du carnaval guyanais. Les conférenciers l'ont recontextualisé sur le plan historique en faisant des parallèles avec la traite négrière. Ils ont mesuré son évolution. Important car l'Observatoire du carnaval a pour objectif l'inscription du Touloulou sur la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'est le moteur de cette participation guyanaise au Feridama. Un travail mené tambour battant. Il s'agit en effet de faire reconnaître le Touloulou et le carnaval comme éléments d'un patrimoine en voie de disparition. Les enjeux sont réels pour la Guyane. D'abord, c'est une question stratégique, c'est une question de visibilité, c'est une question de souveraineté pour l'État qui est parti à une convention donnée. Mais c'est aussi une question sociale et éducative, je dirais socio-éducative, parce que lorsque l'élément, vous travaillez là-dessus, vous le mettez en valeur, à partir de là, on peut élaborer des curricula afin d'enseigner la jeunesse, et tous les curieux d'ailleurs, les chercheurs, à ce qui fait notre valeur, notre singularité, notre identité. Très important. Et enfin, c'est aussi une question économique. Il y a des éléments du patrimoine que l'on peut labelliser dans un but purement économique. Place au masque bourriant du Bénin. L'idée est de faire des comparaisons avec les déguisements de Guyane. Les bourriants, dans l'imaginaire, représentent non seulement des personnalités, mais également des divinités ou déesses comme Mami Wata avec sa ceinture de serpent. Le bourriant vient du Brésil. En effet, les esclaves au temps fort de l'esclavage le pratiquaient pour égayer les maîtres. Revenus au Bénin à la faveur de la décolonisation, les descendants d'esclaves ont gardé cette tradition. Des masques qui, selon eux, ont une dimension spirituelle et font revivre l'âme des ancêtres. Du point de vue, je dirais, expérience personnelle, c'est une expérience troublante. C'est une expérience qui interroge,
c'est une expérience qui remet en cause les identités. Je pense que c'est pas... Ce qu'on peut dire, c'est que c'est surtout pas une expérience folklorique, ni seulement, même si les masques sont beaux, une expérience esthétique. Je crois que c'est un passage de frontière. C'est un dialogue aussi très important avec les ancêtres. Ce que moi j'ai retenu de mes années béninoises en tout cas, puisque je connais mieux la culture de masque béninoise, c'est que derrière le masque, il y a les ancêtres. Et on sait bien que les ancêtres sont tout aussi importants que les vivants, si ce n'est plus. C'est le grand jour, la première parade au stade de Cotonou. La foule se presse, le public s'est déplacé en masse pour assister au défilé. Le Ferry d'Ama a 10 ans et chaque année connaît un succès grandissant. Un spectacle gratuit de quelques heures. Les curieux sont pressés de voir les fameux masques de ce lointain pays invité d'honneur, la Guyane. Depuis quelques jours, la rumeur enfle. Le public est admiratif devant la beauté des costumes de ces femmes masquées. Tout le monde s'extasie sur le Touloulou, ce masque qui prend le pouvoir le temps d'une saison. Une symbolique forte, appréciée par l'assistance. Elles feront plusieurs fois le tour de l'esplanade afin de présenter leur célèbre déhanché. Quelques hommes également portent des déguisements traditionnels revisités. Les groupes s'enchaînent. Les masques du Nigeria, eux, sont censés abriter l'énergie cosmique. Durant des heures, ils tournent autour d'eux dans une spirale infinie. La performance est dans le port de lourds masques tout en tournoyant. La danse des échassiers du Togo est également sur la liste de l'UNESCO. Les échasses mesurent entre 2 et 4 mètres. Les figures réalisées lors de cette danse sont impressionnantes. Les échassiers du Togo représentent les géants de la mythologie africaine. Le groupe des femmes du Bénin. Elles sont masquées, elles aussi prennent le pouvoir. Tout est dans les chants, la gestuelle, les danses et le jeu de séduction. Le clou de la soirée est le défilé des Ambeto. C'est une société de masques des peuples du sud du Bénin, purement vaudou. Sa mission est de veiller sur la communauté et de chasser sorciers et mauvais esprits pendant la nuit. Ces masques sont la véritable attraction de ce festival. Ils bougent, tournoient, disparaissent, pondent des objets ou des animaux. Une fois retournés, ils sont vides. Seuls les initiés peuvent obtenir des explications à ce phénomène. Après s'être remise de ses émotions, nouvelle étape pour la délégation, l'université d'Abomey-Calavi, qui accueille près de 60 000 étudiants. Au cœur des échanges, la pharmacopée, la littérature, les us et coutumes de Guyane. Là aussi, les intervenants présentent les similitudes culturelles avec le Bénin. Il s'agit d'illustrer la coopération universitaire entre le Bénin et la Guyane. Il faut véritablement que cette coopération se nourrisse
des intelligences et des compétences des deux parties mutuellement. Parce que du côté de la Guyane, des gens qui travaillent par exemple sur des plantes médicinales, voyez, pour l'utilisation des vertus des plantes médicinales, mais ça se fait également au Bénin. Donc il va falloir que nous puissions faire en sorte que ces éléments-là soient mis en synergie. Et qu'il faut aussi mutualiser les aspects culturels et les aspects linguistiques. Les étudiants ont pu échanger avec les intervenants. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais entendu parler de la Guyane, cette terre française située en Amérique du Sud. J'ai aussi compris que, en fait, le Touloulou, c'est véritablement du festif. Et à partir des danses, tout qui se passait avec une grande sensibilité. C'était bien enrichissant. On a appris pas mal de choses concernant le Touloulou et les masques guélédés. C'était bien, j'ai compris plein de choses, des choses que j'ignorais. Je ne savais pas qu'il y avait quelque part dans le monde des gens qui exploitaient les masques aussi pour passer des messages. Je suis vraiment très ému par cette conférence parce que d'abord j'ai appris beaucoup de choses sur les Touloulous et sur les guélédés que j'ignorais. Maintenant, je vais vraiment prendre soin et je vois aussi que ça nous a permis de comprendre l'importance de notre culture. Il faut valoriser la culture et c'est pourquoi je suis vraiment à l'INMAC pour relever ce défi-là et participer au développement de mon pays par la culture. Autre thématique et non des moindres, la présentation des masques guéléguais classés au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2008. Je crois que c'est la particularité du fait que dans la société, ce cas du masque guéléguais, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Parce que la société est dirigée par Iya Laché, qui est la femme puissante, c'est-à-dire la mère puissante. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est tout ce qui est décision importante et tout. Ce sont les femmes qui coordonnent, cette femme-là qui coordonne et qui symbolise tout le pouvoir de cette société. Les masques guéléguais, les voilà, ils sont en vedette pour cette dernière journée du Féridama 2019. Les costumes sont somptueux, recouverts de broderies aux couleurs chatoyantes. La tête est recouverte d'un masque de femme. Une chorégraphie et des chants rythment la prestation. Ce sont les seules figures qui reconnaissent le pouvoir de la femme dans les sociétés de masse. Deuxième et dernier passage pour la Guyane, cette fois-ci la tradition est à l'honneur. On retrouve les zombies bareillots, les bobis, les jeux farines, les soufouris, en bref, les costumes traditionnels du carnaval des rues. Une autre vision des masques carnavalesques montrés au peuple béninois. Une dernière parade qui sonne le signal du départ, un voyage en forme de quête initiatique pour certains, un regard sur une mémoire occultée pour d'autres. Le 10e festival des rituels et des danses masquées du Bénin a pris fin. Le but était de créer un pont entre les Africains et les Afro-descendants. La puissance des rites traditionnels est réelle. Les masques finalement n'ont été qu'un prétexte à un retour à la terre nourricière. Voilà, retour sur le plateau avec mes invités, Monique Blérald, Elsa Banis et Christian Cécile. Alors évidemment, je vais vous poser cette question, Madame Blérald, vous êtes à l'origine de ce périple au Bénin pour un certain nombre d'associations carnavalesques. Est-ce que vous vous êtes retrouvée dans ce reportage par rapport aux 7 jours que nous avons passés ensemble? Oui, tout à fait. Donc, richesse humaine, richesse spirituelle et richesse scientifique se retrouvent dans ce reportage. Et en même temps, je suis guyanaise et là, il y a une part, il y a l'influence, la culture occidentale qui m'imprègne. Mais avant tout,
lors de ce séjour au Bénin et lors de mes multiples séjours au Bénin, j'ai compris que j'étais avant tout africaine. Avec la langue, la musique, les mimiques, la gestuelle, la nourriture, vraiment une richesse. Et c'est dans ce cadre aussi que nous avons voulu mettre en place la coopération universitaire entre l'Université de Guyane, l'Université d'Abomey-Calavi, associer donc les associations carnavalesques, puisque nous avons été invités par l'expert à l'UNESCO, Marcel Zounon, qui était surpris, émerveillé de trouver des touloulous, des masques aussi, donc en Guyane, et il nous a invités au 10e festival des rituels et danses masquées, auquel plutôt s'est associé l'Institut français, l'ambassade de France. On l'a vu tout à fait. Mais vous, Elsa Banis, vous êtes doctorante spécialisée en histoire du carnaval. Vous avez retrouvé vous travaillez beaucoup sur les rites. Vous avez, dans ce reportage, retrouvé des rites communs? Alors, énormément. Et ce qui m'a impressionné, c'est surtout le masque et les femmes, parce que ça rentre... Les masques guélégués. Tout à fait. Ça rentre tout à fait dans l'échange et cette résurgence dont on a énormément parlé, où elles prennent le pouvoir et où les femmes, chez nous, prennent le pouvoir au sein des danses bal paré masqué. Donc ce lien est très fort et surtout la liaison qu'on peut faire entre ce qu'elles peuvent ou pas faire dans ces moments-là. Et vous, Christian Cécile, vous qui êtes anthropologue, qui étudiez l'histoire et l'évolution des sociétés, vous vous êtes retrouvé dans ce reportage? Un reportage très intéressant. Ce que je vais noter, c'est un peu la dimension sacrée des masques. On a là un élément qui est incarné et qui fait un peu le lien entre l'au-delà et la partie terrestre, où les ancêtres se mettent en scène. Ils sont très présents. Ils sont très présents dans les rituels et, je dirais, l'origine des masques et les contextes dans lesquels ils sont produits. Tout à fait. Donc sur ce plan-là, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments intéressants à noter et à projeter dans la perspective d'une analyse du carnaval de chez nous. Voilà. Alors, vous avez pu rencontrer un certain nombre de personnes là-bas avec les associations. Quel a été l'apport que vous avez, vous, en tant que présidente de l'Observatoire, mais aussi avec les associations Meaux, la Pompadour? Qu'est-ce que vous avez apporté là-bas, selon vous? Alors déjà, un regard autre, parce qu'au Bénin, il y a la Société des masques. Et nous avons voulu montrer que nous aussi, en Guyane, nous avons des masques, mais qu'avec la colonisation, nous percevons ces masques autrement. L'aspect spiritualité, l'aspect sacralité est quelque part parti, ou plutôt apparaît d'une autre manière. Et à travers certaines manifestations telles que le mercredi des cendres, où est présent Vaval qui meurt, ou encore avec le personnage du Diable Rouge, qui, en fait, nous ramène au masque béninois, au personnage du bœuf, au masque du bœuf, qui est un lien avec la nature. Donc, nous avons voulu montrer notre carnaval, puisque nous, c'est un carnaval festif, et cela nous a permis aussi de nous reconnecter avec nos ancêtres, entre guillemets, avec notre histoire, et en même temps, je pense que pour moi, comme pour les différents membres de la délégation qui m'accompagnaient, Auguste Hort, Marilyn Sesto, M. Egalji, les musiciens du groupe. Il y avait 26 personnes de la délégation, 26 personnes, les collègues de l'université, des étudiants. Donc je pense qu'il y a eu aussi un pèlerinage, et peut-être pourquoi ne pas parler de quête initiatique ou quête mémorielle. Parce que quand je parle avec tout le monde, on est revenu en Guyane avec une autre perception de l'Afrique et peut-être même une introspection qui nous a fait nous redécouvrir nous-mêmes. Mais en fait, donc vous êtes parti dans le cadre du processus que vous avez entamé en tant que présidente de l'Observatoire régional du carnaval sur l'inscription du Touloulou et du carnaval au patrimoine immatériel de l'UNESCO. En quoi cette action s'inscrit-elle dans ce processus ? Oui. Alors, le carnaval de Guyane et le Touloulou sont inscrits au patrimoine français depuis octobre 2017. Mais là, il faut aller encore plus loin. Il faut, bien sûr, qu'il y ait l'adhésion de la population, une caution scientifique avec des collègues, des inventaires qui expliquent un petit peu les origines du Touloulou, du carnaval. Et c'est pour cela qu'il nous fallait partir au Bénin pour comprendre aussi
s'il y avait une part d'africanité dans ce carnaval guyanais. Et là, il y a aussi l'internationalisation. Donc, nous avons un carnaval qui est pris en charge de manière sur le plan national, puisque nous sommes accompagnés par le ministère de la Culture. Maintenant, sur le plan international, l'UNESCO, plutôt le représentant... On va revenir sur le processus, sur les étapes tout à l'heure. Le représentant, donc Marcel Zounon, qui est un haut fonctionnaire du ministère de la Culture et qui est aussi expert auprès de l'UNESCO pour toute la zone Afrique de l'Ouest, a voulu vraiment nous apporter en tant qu'afro-descendants son appui, son soutien. Christian, Cécile, on a bien compris, le carnaval guyanais reste, on l'a vu, et on le voit depuis des années, il reste très ancré, il est ancré dans l'aspect festif, voire folklorique. Est-ce qu'on peut lui donner un sens sacré comme au Bénin ? Est-ce que ça peut exister ou est-ce qu'il faut revenir aux origines très profondes ? Est-ce que c'est trop tard aussi ? Alors, c'est vrai que le cadre béninois qu'on vient de découvrir est entièrement donc, sacré, des rites liés donc, je dis, à la vie des ancêtres. Et aussi, préciser qu'on n'a pas vu un carnaval. Ce n'est pas un carnaval qui a été montré, c'est une représentation de masques dans une situation particulière. Une parade. Oui, et où on peut également appeler des mascarades. C'est-à-dire où on va se représenter de manière un peu... on va dire, contextuel par rapport à des rites appropriés, à des réparations, à des phénomènes de mort, etc. Ici, on est dans un carnaval où on a des origines européennes. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a vu des ingrédients dans le film liés donc à la fête, c'est-à-dire le tambour, la danse, etc. Et notre carnaval est avant tout festif, esthétique, avec les masques. Mais si on reste au sens même du carnaval, qui reste quelque chose qui date depuis la période médiévale, où on a eu cette inversion homme-femme, le fou qui remplace le roi, etc. C'est une expression humaine, avant tout, où on va se dédoubler, un dédoublement de soi, où on va prendre un espace-temps extrêmement différent, on va pouvoir extirper ce qu'on vit tous les jours et être au moment du renouveau. Le renouveau de quelque chose qui va revigorer les gens. En fait, donc c'est sacré, mais avec les forces de la nature, en fonction donc du renouvellement des saisons, etc. Donc les apports européens, c'est bien ça. Oui, le sacré, il se présente, de manière individuelle ou groupale. C'est-à-dire que le carnaval lui-même n'est pas quelque chose de sacré, il est avant tout festif. Il est une réponse à des vies sociales. Et s'il faut citer un peu le caractère religieux du carnaval, l'Église catholique a mis dans le calendrier le carnaval depuis donc, le XIe siècle. Et là, il a installé donc, son calendrier à lui pour pouvoir bien instaurer cette période d'abstinence qui s'installe après le mercredi des cendres. Et avant, donc, c'est cette parenthèse un peu festive, est le moment où les gens vont pouvoir être dans cet espace-temps que je viens de signaler, dans cette possibilité d'être en autre, comme Goethe le dit dans son fameux voyage en Italie en 1786, où on a cette possibilité d'être irraisonnable et de devenir fou. À ce moment-là, on se laisse aller, et les orgies, notamment, sont là. Cette façon de vivre une vie avec une entité complètement différente, un autre moi, qui va prendre fin, bien sûr, le mercredi des cendres. Vous êtes d'accord, vous, en tant que spécialisé en mode de transmission, vous êtes d'accord avec ce que dit M. Cécile ? Et on le retrouve de toutes les façons. Et sur deux plans déjà, parce que sur un plan historique, on a bien déjà vu que les esclaves s'étaient appropriés la démarche du bal. Les masques sont arrivés bien après, puisque les colons, eux, ne se masquaient pas, ils se déguisaient. Et le masque, en fin de compte, c'est ce qui va permettre de mettre en place cette inversion. Ce qui va permettre... Alors, ce ne sera pas le fou et le roi, mais ce sera plutôt le colon et l'esclave. Donc, on sera derrière un masque et on ne va pas singer pour singer, mais on va absolument, à travers ça, récupérer une forme de liberté qui était disparue et qu'on va, au fur et à mesure du temps, le modeler pour dire, ben voilà, je me l'approprie, il est à moi et bien à moi. Mais comment se sont faits les modes de transmission de génération en génération, par l'oralité, par des gestuels, par des habitudes ? Je pense que c'est un ensemble. Je veux dire que le carnaval, on en discutait, le carnaval, c'est le miroir de notre société.
il y a un ensemble de choses qui s'est greffé en même temps. Le carnaval, c'est à la fois... il est en corrélation avec les danses et chants traditionnels et contes. Il fait partie de cet ensemble. Donc, sa transmission se fera de la même manière. C'est-à-dire, d'abord orale, ensuite de transmission de parents-enfants, et ensuite du groupe. Parce qu'avant tout, on a cet esprit de groupe, notre fameux Mayuri, voilà, qui se construit de cette manière. On commence familial et puis ça s'étend. Et c'est comme ça que la transmission se met en place. Maintenant, effectivement, il faut savoir si cette transmission de départ est toujours valable maintenant, et si tel est le cas, qu'est-ce qu'il faut changer. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, où en est-on aujourd'hui dans le processus d'inscription? Pourquoi avoir choisi de choisir donc le Touloulou en particulier? Vous avez communiqué autour de cela par rapport à votre action, et pourquoi ne pas avoir été plus loin, choisir plus globalement le carnaval guyanais? Donc peut-être que ça aurait eu encore plus d'impact qu'aujourd'hui. Alors, c'est vrai, donc si l'on regarde la fiche d'inscription qui a été acceptée par l'UNESCO, le patrimoine français, le titre, c'est le carnaval avec le Touloulou. On ne peut pas dissocier le Touloulou du carnaval. Et là, sur cette fiche d'inscription, on parle du Touloulou avec tous les rites qui sont liés à ce personnage. Le Touloulou de rue, le Touloulou des dancing, l'anonymat qui caractérise le personnage lui-même du Touloulou. Et comme nous suivons la Convention 2003 de l'UNESCO, il nous faut aussi montrer que le Touloulou est un lien, fait le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Donc c'est pour ça que vous avez choisi. Voilà, le Touloulou englobe la musique, la danse, la gastronomie, la couture, vraiment la littérature, l'anthropologie. Donc vraiment, c'est global et on ne peut dissocier le Touloulou du carnaval. Donc c'est un choix stratégique. On aurait pu aussi parler du Kaseko, puisque dans la rue, il y a des gens qui me demandent pourquoi ne pas avoir choisi le Kaseko. Nous avons voulu avoir notre chance en tant que Guyanais pour cette inscription, puisque le Maloya est inscrit pour la Réunion à l'UNESCO, le Gros Cas pour la Guadeloupe, et parmi les carnavals, carnaval de Granville, carnaval de Nice, carnaval de Colombie, il fallait que nous nous démarquions. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le Touloulou est inscrit au patrimoine français de l'UNESCO, et maintenant, ce qu'il faut, c'est surtout qu'il y ait un accompagnement, vraiment un engagement ferme, concret, de la part de nos politiques. C'est vrai, ils nous aident, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait déjà pour l'Observatoire que l'on soit accompagné, puisque nous sommes reconnus sur le plan national. Nous avons porté ce Touloulou à l'UNESCO patrimoine français. Il faudrait déjà que l'Observatoire soit visible par les Guyanais et à l'extérieur, un local, des techniciens qui nous accompagnent, parce que pour le moment, nous ne sommes que des bénévoles. Il faudrait aussi que, sur le plan politique, qu'il y ait l'unité, l'union, c'est-à-dire qu'il y ait des schémas territoriaux pour chaque municipalité, un schéma territorial qui est en cours d'élaboration avec la collectivité territoriale, l'accompagnement concret des députés, des sénateurs, vraiment du corps politique. Je crois que tout le monde a compris, mais en fait, c'est tous les... Quand on regarde la Guadeloupe, quand on regarde la Réunion, et là, il y a les yoles qui rentrent en course, il y a l'union, donc, oui, mais moi, je vous demandais, Madame Lérade, je vous demandais où en était le processus. C'est tous les 2 ans. Oui. Donc là, aujourd'hui, vous en êtes où précisément? Alors, pour le moment, tant que nous avons la caution scientifique, l'université, le soutien national, puisque nous sommes reconnus au patrimoine français. Nous avons le soutien des Africains, puisque, avec M. Zounon, toute l'Afrique de l'Ouest, en tant qu'afro-descendant, nous apporte son soutien. Ce qui nous manque, c'est le soutien local. Il faudrait que nos politiques nous accompagnent comme cela se fait pour le Gros Cas. Vous êtes passionné. Nous travaillons, nous sommes des bénévoles. Je ne dis pas
il n'y a pas eu quelque chose de fait. Il y a des choses qui ont été... Vous avez quand même réussi à... Plus loin. Ce sont des étapes. Bon, on a vu avec les Guéléguel, il y a une loi notamment qui a été inscrite par le gouvernement béninois pour permettre de valoriser ce masque. Donc ce sont des étapes et il faut avec vous l'adhésion de tous, mais il faut aussi que tout le monde comprenne bien le message. Est-ce que vous pensez que le message passe bien, Monsieur Banis, Monsieur Cécile? Le message. Le message auprès de la population, il y a eu un certain nombre de pétitions, il y a eu un certain nombre d'actions, il y a quand même des choses qui ont été réussies. Est-ce que vous pensez que la population a bien compris les enjeux, puisqu'il y a des enjeux qui sont extrêmement importants pour la Guyane? Je crois que forcément, il y a une partie des gens qui sont proches et qui comprennent et qui essaient de comprendre un peu le sens de la démarche. Mais je dirais, pour donner une réponse, je dirais, plus objective et peut-être qu'il faut comprendre que le carnaval est représenté différemment selon les individus. On vit le carnaval et que ce qui est important dans la démarche, avant tout, c'est de dire que le carnaval de Guyane est un élément culturel extrêmement dynamique et intéressant et qu'il faille à tout prix donc, le faire vivre. Le structurer, il l'est déjà. J'aimerais dire, on l'a un peu vu à travers le film qu'on a vu. Non, il n'est pas structuré. Non, je dis, vous pouvez débattre entre vous. Hein, justement, ce que je vais dire, c'est que allez-y. Le carnaval en lui-même vit tout seul. La structure du carnaval, c'est lui-même qui le fait. L'institution et l'organisation avec les comités, l'encadrement, est une affaire sociale, économique, politique, avant tout. Et que le carnaval en lui-même reste quelque chose, je le prends à titre individuel et à titre aussi culturel, est un phénomène tout à fait libre. On fait son carnaval à partir du moment où le calendrier est ouvert. Les gens font le carnaval et le carnaval est très pluriel. On est dans la rue, on s'exprime, on devient un autre, comme j'ai dit tout à l'heure. Et à ce moment-là, la danse, et on n'a pas souligné assez à mon goût, la danse, les chants, la musique reste le fondement, le cœur même du carnaval afro-caribéen. Et c'est là que l'innovation rentre en place. Et le lien est fait avec les carnavals ou les masques qu'on a vus d'Afrique. Alors vous êtes historienne, vous travaillez sur l'histoire du carnaval. Quel est selon vous le constat que vous effectuez justement par rapport à l'avenir? Comment organiser le carnaval de demain? Comment lui faire vraiment prendre sa dimension, la dimension qu'il mérite ici en Guyane avec un certain nombre de valeurs? Comment vous analysez cela? Je pense que l'analyse qu'on doit en faire, c'est au niveau de ce groupe qui vient juste devant nous, qui sont les jeunes, parce que ce sont eux qui prennent la relève, et qu'il y a donc à mettre en place, à comprendre comment les transmissions se font, et à mettre en place les transmissions en adéquation avec eux, leur interprétation du carnaval, parce qu'il faut savoir comment ils l'interprètent, comment ils considèrent, quels sont les rituels qu'ils vont vouloir mettre en place, parce qu'eux aussi, ils vont travailler sur les rituels, ils vont se l'approprier, ils vont certainement donner une nouvelle vie. Et il faut voir si, justement, ça rentre en adéquation avec la spécificité de notre Touloulou. Et avoir un lien, qu'on remette ce lien intergénérationnel qui tend à disparaître pour des raisons X. Donc on n'est pas là pour l'aborder, mais on devrait remettre pour pouvoir relancer. On sait quand même que la pyramide des âges est inversée en Guyane et que la population est extrêmement jeune. Madame Blérad, je vous laisse la parole. Oui, ce que je voulais dire, c'est vrai, il y a un lien, mais il n'est pas assez fort. Il faudrait que l'ensemble, donc la population, les carnavaliers, les entreprises, les politiques, qu'on ne valorise pas le carnaval par rapport, je ne sais pas, à sa commune, le vider par rapport à sa commune, mais que tout soit axé. Par exemple, là, nous sommes dans une démarche d'inscription du Touloulou, du carnaval à l'UNESCO, qu'il y ait vraiment une politique en faveur de cette démarche. Et à côté aussi, il faut qu'il y ait la structuration de ce carnaval de rue, carnaval des dancing. Donc il faut quand même structurer, il faut créer un organe qui régule. Tout à fait. Quand on regarde la Guadeloupe, il y a l'Office régional du carnaval. Pareil à Granville. Et cet office porte ce carnaval et a permis aussi l'inscription du carnaval de Granville. Oui, à l'image aussi du carnaval de Nice, de Dunkerque, de Venise. Qu'il y ait une structuration donc, de la structure qui porte l'élément au patrimoine de l'UNESCO, qui soit accompagné fortement, mais par l'ensemble
de toutes les communautés, de tous les politiques de la Guyane. Et à côté, il y a aussi la structuration. C'est vrai, je remarque que chaque municipalité met en place des actions, comme la collectivité. C'est très bien, mais il faut encore aller plus loin. Et au niveau de l'université, bon, puisque je suis aussi à l'université, nous travaillons, nous avons des colloques. Vous avez mis en place un diplôme, mais en fait, ça n'a pas fonctionné puisqu'il n'y avait pas d'inscription. Voilà, le diplôme universitaire des arts et l'histoire des carnavals Amérique-Caraïbes, qui prépare donc les jeunes à devenir soit guide touristique, soit donc avec un niveau Bac+2, et qui repose sur la littérature, l'anthropologie, l'économie, le droit, les langues vivantes, mais aussi une immersion auprès des entrepreneurs, des carnavaliers. Il nous reste 2 minutes d'émission, donc on va passer à la conclusion. Chacun peut s'exprimer pour dire ce qu'il pense du carnaval de demain. Est-ce qu'on a une chance? Parce que ça fait près de 10 ans, de 20 ans qu'on entend toujours les mêmes choses. Chaque année, c'est le même débat, ce sont les mêmes questions qui se posent. Donc, pensez-vous que demain, on aura un carnaval structuré et puis et digne de ce nom en termes d'accompagnement? Oui, à mon sens, il faut distinguer des discours. Il y a le discours politique, économique, etc., qui, précisément, comme le dit Monique, va vers une structuration, une organisation, une institutionnalisation du carnaval pour pouvoir en tirer profit, notamment économique, touristique. Mais il y a l'approche anthropologique qui est la mienne. Qui est très importante. Et très importante. Le carnaval doit rester vivant. Il faut le préserver. Et c'est le Touloulou qui descend dans la rue, qui fait le carnaval de Guyane. Absolument. Et il faut absolument donc lui laisser la place. Et je pense au Touloulou Sal, qui reste depuis des années le noyau de l'expression un peu populaire du carnaval de Guyane. Et parce qu'il est libre, il déambulait, puisque je croyais l'imparfait, aujourd'hui c'est plus possible. Je me souviens encore, dans les années 90, 96 notamment, on avait encore ces joutes musicales où des groupes de bonhommes rencontraient d'autres groupes. Ça existe encore, les battles? Pas vraiment, mais c'est plus structuré, pas comme avant. On a eu une à Irapuato il n'y a pas longtemps. Pour des raisons très urbaines, avec l'insécurité et autre chose, les politiques sont obligés de prendre des mesures, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est votre mot de conclusion? Oui, qu'on laisse le carnaval de vivre. Voilà. Madame Banis. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Cécile pour le côté spontané du carnaval, parce qu'effectivement, c'est sa richesse, avant tout. Parce que son histoire est basée aussi sur cette approche-là. Mais je reste foncièrement... je pense qu'on devrait faire preuve... on devrait laisser notre jeunesse s'approprier cet espace-là et le guider. Pour nous permettre... temps qui nous est imparti est terminé. Mais je veux dire quand même que le Touloulou est notre ambassadeur. On ne le voit peut-être pas suffisamment en Guyane, mais à l'extérieur... il est vraiment notre ambassadeur et il permet la visibilité de la Guyane. Il y a un enjeu identitaire, économique, touristique. En tout cas, merci à tous d'être venus sur ce plateau. Et luttons tous ensemble pour que notre Touloulou aille à l'UNESCO. Le message est bien compris. Voilà, Way Amazon, c'est terminé. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le réaliser. Je vous souhaite une excellente soirée sur Guyane la Première et à bientôt. Merci à tous. Merci. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.